Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Alors aujourd'hui, nous allons faire une édition spéciale consacrée à ce personnage, cet illustre personnage appelé Patrice Emery Lumumba. Nous allons donc vous présenter ce livre écrit par Monsieur Kamasior Kamanda. Vous voyez bien, donc Lumumba, la tragédie. Qui était Monsieur Patrice Lumumba? Alors, ce qu'on apprend par ce livre de M. Kamanda, très intéressant d'ailleurs, qui nous donne vraiment tout le portrait du contexte socio-politique, économique de l'époque. Alors, M. Lumumba était donc un leader, un fervent syndicaliste qui dénonçait les abus, la barbarie du pouvoir colonial belge. Soucieux de changement, il décide avec des amis à lui, enfin un groupe, on les appelait des indépendantistes. Il décide donc de défendre le droit du Congo à l'indépendance. Ils voulaient à ce que leur pays accède à l'indépendance. Voilà. Et finalement, en 1960, le Congo-Kinshasa accède à l'indépendance. Paradoxalement, à partir de cette date, commencent des véritables ennuis pour M. Patrice Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il était déjà soucieux de justice sociale. Il exigeait une totale transparence dans des contrats de minerais, des diamants, voilà, tout ce qui se passait, parce qu'il était Premier ministre à l'époque d'un gouvernement, du Congo. Donc, il exigeait tout ça et ça posait des problèmes parce que ses coéquipiers politiques qui, derrière son dos, négociaient, continuaient à faire des abus avec le pouvoir colonial, ils étaient corrompus, si vous voulez. Le pouvoir colonial faisait ce qu'il sait très bien faire, c'est corrompre les gens autour pour, en fait, causer la confusion. Donc, ses coéquipiers politiques ne défendaient plus les mêmes idéaux que M. Lumumba. Les idéaux de justice sociale, comme ils disent, de souveraineté. Voilà, souveraineté économique, on va dire même peut-être militaire. Alors, il avait donc de ce côté ses camarades politiques qui fomentaient des coups derrière son dos. De l'autre côté, le pouvoir colonial qui faisait tout vraiment pour le dénigrer. Et puis, il devenait un élément gênant pour les deux. Ses coéquipiers qui étaient plus animés par des intérêts personnels. Dans le livre, M. Kamanda nous parle de cette partie du Congo appelée le Sud Kasaï. Je crois que c'est le Sud Kasaï, c'est ça. Eh bien, un coéquipier de Lumumba, au lieu de faire un seul État, l'État de Congo, non, il y a deux qui voulaient faire de petits États. L'autre voulait prendre le Katanga, être à la tête du Katanga. L'autre voulait être à la tête du Sud Kasaï. Je crois bien. Si vous lisez le livre, vous allez bien trouver. Et bien forcément, ça causait des dissensions, après des guerres civiles, tout ça. Ce qui arrange toujours, la personne qui profite du crime, enfin, la personne qui profite de la confusion et de toutes ces guerres civiles. Bon, bref, Patrice Lumumba, à ce moment, devenait la personne à abattre. Donc, il fut assassiné le 17 janvier 1961. Nous sommes le 17 janvier 2020. On tenait à lui accorder cet hommage. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons donc Monsieur Kamasior Kamanda. Je vais vous présenter l'auteur. On a le plaisir d'accueillir Monsieur Kamasior Kamanda. Monsieur Kamanda, vraiment un grand merci. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Non, et c'est moi qui vous remercie, madame, vous-même et votre équipe, Parlons des livres. Je suis très heureux aujourd'hui que vous ayez pensé à Lumumba. Comme moi aussi, j'ai pensé à lui. Ces livres de Lumumba, c'est les livres vérité. Parce que l'homme qui vous parle, madame, je suis un écrivain, mais je suis aussi l'un des rares Congolais qui a connu 75% des acteurs du drame de Lumumba. Mon propre père était financier de Lumumba, de Kalonji, et y compris de Tshisekedi le père. J'ai rencontré le président, j'ai été chez Tshisekedi le père avec Kalonji Moulokwe pour les réconcilier. Et c'est là où j'ai compris que c'est eux-mêmes qui m'ont dit votre père a financé tout le monde. C'était un grand colon. Il était le maire de la communauté juive de l'Ouest. Et Lumumba lui devait beaucoup. Vous voyez? Et alors que moi, ces messieurs-là,
Kalonji Moulopoué dont je vous parle, c'est lui qu'on avait accusé d'avoir tué Lumumba. Et tous les Congolais avaient adhéré à cette thèse-là. Tous les Congolais l'avaient haï. La terre entière l'avait honni. Et ce monsieur est venu me trouver chez moi, au Luxembourg, pour me dire, je sais qui vous êtes. Je sais le fils de qui vous êtes. Mais comme je sais aussi que votre famille m'en veut, parce que, vous savez, madame, j'avais 5 ans. J'ai failli mourir, tué par la milice de Kalonji Moulopoué. Les jours où j'ai quitté ma terre natale, Webo, je suis parti avec, j'ai mangé dans la cour, et c'est le personnel domestique qui m'a pris, qui m'a mis dans la voiture parce qu'on avait envoyé des gens nous chercher par un ami qui appelait Simon Israël, pour nous mettre dans une voiture, puis après, on s'est retrouvé à Léopold de Ville, qui s'appelait Léopold de Ville, et que ce n'était pas dans nos projets de partir. On est parti sans rien. On avait plein de plantations, on avait tout abandonné. Mais à cette époque-là, à mon âge, je n'avais que 5 ans, je ne savais pas que c'est ce monsieur Kalonji Moulopoué dont la milice était venue pour nous tuer. Je ne l'avais jamais su. Et voilà que ce monsieur-là débarque chez moi, au Luxembourg, plus de 50 ans plus tard. Il vient me dire, voilà, non, vous devez m'aider à rendre justice à Lumumba, mais à me rendre aussi justice à moi-même. Au début, moi, j'ai dit, monsieur, j'ai failli refuser. J'ai dit, OK, bon, voilà, quel est votre problème? Il est venu chez moi avec ses valises des archives de tous les événements qui s'étaient passés dans les mois avant l'indépendance, pendant l'indépendance et jusqu'à la mort de Lumumba. Il m'a dit, aidez-moi, s'il vous plaît, à rendre au peuple congolais une part de la vérité. J'ai aidé ces messieurs à faire son livre qui s'appelle Le Sud Kasaï, qui a été publié aux éditions de l'Harmattan. Vous pouvez le trouver. Kalonji Albert Moulopoué, empereur de Balouba. Vous avez ces livres publiés aux éditions de l'Harmattan. Et j'ai aidé ces messieurs à faire son livre. Peut-être dire aux personnes qui nous regardent, le Kalonji, qui est-ce en fait? Vous avez dit que Kalonji, c'était l'empereur de Luba et chef d'État du Sud Kasaï. Voilà, et ce n'est pas n'importe qui. Et c'est lui qui a été accusé d'être l'assassin de Lumumba. Ce monsieur est venu chez moi pour demander justice. Ce monsieur est venu chez moi pour demander la vérité. C'est pour ça que je vous dis que je suis un écrivain, j'écris ces livres, mais à la fois pour ce monsieur, mais pour Lumumba lui-même et pour la famille de Lumumba, que la famille de Lumumba aussi connaisse des vérités qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on les a tous menti pour les opposer les uns aux autres, par les mêmes qui étaient des vrais criminels. Et c'est quand j'ai aidé Kalonji Moulopoué à faire son livre-là, que vous trouvez aux éditions Présence, aux éditions L'Harmattan, à Paris. C'est quoi le titre que vous avez dit? Mais c'est celui de Kassadi. Vous trouverez le titre. Vous tapez sur Internet, tapez le nom de Kalonji Moulopoué sur Internet. Il n'y a eu que ces livres-là comme témoignage de sa vie. D'accord, Sud Kasaï. Voilà. Non, tapez son nom, vous allez trouver. Et alors, c'est à la sortie de ces livres-là, et uniquement après la sortie de ces livres-là, que les Belges ont reconnu que ce sont eux qui ont tué Lumumba. Et c'est à la suite de ces livres-là que j'avais aidé Kalonji Moulopoué à faire, que les Belges qui se pavanent en disant « Oui, j'ai pris en possession de la dent de Lumumba », qu'il est sorti du bois. Et pendant toutes les années, ces messieurs-là, il était où? Pendant toutes ces années, les Congolais étaient où? Pendant toutes ces années, la famille Lumumba cherchait la vérité. Qui lui avait apporté la vérité? Personne. Personne. Personne, madame. Alors monsieur Kamanda. Donc, oui, c'est grâce à ces livres-là que la Belgique a officiellement reconnu qu'ils étaient coupables de l'assassinat de Lumumba. Vous savez, on va circuler une vidéo de 2 minutes 44 sur Internet d'un monsieur sauté qui, voilà, qui effectivement mais ce monsieur est dans les livres. des dents dans les livres. Et ce monsieur est sorti à la fin, à la suite du livre de Kalonji Moulopoué. Parce que comme la terre entière l'avait accusé d'être l'assassin de Lumumba, hein? Or, grâce à ces livres-là, il a prouvé qu'il n'y était pour rien. Mais lui, ce n'était pas non plus un symptôme. Même à moi, il m'a dit que lui n'était pas un symptôme. Il avait beaucoup de morts sur la conscience. Et mais pendant ce temps-là, moi-même, je n'avais pas réalisé que c'est l'homme aussi qui avait envoyé des gens nous tuer parce que mon père était un des grands financiers de Lumumba. Que si nous avons tout perdu dans ma vie jusqu'à tomber dans la misère la plus noire, c'est à cause de ces mêmes messieurs Kalonji Moulopoué là. Vous voyez l'ironie de l'histoire.
c'est qu'il n'y a pas eu que la famille Lumumba qui a été victime du drame congolais. J'en suis autant que. J'en ai souffert autant que. On a perdu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Même moi, j'ai failli y rester. Tué Mais par la pourquoi? milice. Pourquoi? Parce qu'en fait, Parce que les Belges, à l'époque, ne voulaient pas lâcher le Congo. Ils ont fait venir l'ONU. C'est l'ONU qui est devenu, jusqu'aujourd'hui, nous parlons, le nouveau colon du Congo. L'ONU a repris les flambeaux de Léopold II. L'ONU a repris les flambeaux coloniaux dans toute l'Afrique aujourd'hui. Sur qui tous les peuples africains aujourd'hui se battent contre qui? Contre la MONUSCO. Contre la MONUSCO au Congo-Kinshasa. Ils se battent contre la MINUSMA au Mali et tout. Ils se battent dans toute l'Afrique. C'est l'ONU qui occupe. C'est l'ONU qui tue. C'est l'ONU qui est devenu le pouvoir. Donc, alors, l'ONU n'a plus de crédibilité aux yeux de personne. Aux yeux de personne. L'ONU, aujourd'hui, c'est tous les grands génocidaires sont des gens qui travaillent à la MONUSCO, qui travaillent à l'ONU, qui travaillent dans la MINUSMA. C'est connu. Ils sont allés au Mali. Vous avez vu combien de morts il y a eu au Mali depuis? Mali, Burkina Faso, Centrafrique, Congo-Kinshasa, etc., etc. La liste, elle est longue. Partout où on a eu l'ONU en Afrique, il n'y a eu que des génocides et des morts, et qui, jusqu'aujourd'hui, ça a commencé à l'époque. L'ONU était aussi coupable de l'assassinat de Lumumba. Ils y ont participé. Ils ont tué Lumumba avec les Belges. Mais vous voyez, toutes ces vérités-là ont été cachées. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des Congolais ont accepté la corruption. Parce qu'avec la corruption, le manque de sens de l'honneur, ils n'ont pas voulu rendre justice à la famille Lumumba. La chance de ces livres que vous avez en main, madame, c'est un livre écrit par quelqu'un qui a eu la connaissance de la plupart des acteurs. Papa Iléo, je l'ai connu personnellement. Et c'est l'un de ceux qui était même venu à Bruxelles avec à la tête d'une délégation de 52 ministres congolais pour faire de moi président du Congo. Et ce sont des faits, des Belges le savent, à l'hôtel Métropole à Bruxelles. C'est Papa Iléo qui dirigeait la délégation avec Boboliko. Iléo, il était Premier ministre à l'époque. Voilà. Le Premier ministre Voilà. de Lumumba? Non, c'est lui qui avait remplacé Lumumba après comme Premier ministre. Bon, nous n'allons pas entrer dans la confusion. Vous avez des noms des gens là, les gens ne sont pas bêtes du tout, ils vont aller là-dedans, ils vont chercher des noms, ils vont le trouver. Ce sont des personnages historiques. Mais c'est pour vous dire tout simplement que l'homme qui je suis, sans moi, ces livres n'auraient jamais vu le jour, sans moi, ces vérités-là ne seraient jamais sorties. Et que cet homme, je vous dis là, Papa Iléo, je les ai tous connus. Les Bomboko, tout ça. Bomboko, je les voyais souvent, Bomboko, parce qu'on avait des amis communs. Il était un grand ami d'Alfred Cayenne, qu'il avait même caché chez lui dans la cave, parce qu'il avait trahi à l'époque, on le cherchait pour le capturer, quand il était commissaire général. Il est allé se cacher dans la cave de l'ambassade de Belgique chez mon ami Alfred Cayenne. Le seul que je n'ai pas connu à titre personnellement, c'est Tchombe et Lumumba, mais mon père le connaissait tous, les fréquentait tous. Mais moi, je ne les ai pas connus personnellement. Je peux vous dire seulement, à part Tchombe et Lumumba, tous les autres acteurs du livre, oui, des livres, et même qui ne sont pas dans les livres, je les ai tous côtoyés et connus personnellement. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que c'est un livre très important, parce que c'est écrit de la main de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pas des histoires que les uns ont inventées pour cacher leurs crimes ou pour charger les autres, comme ça, ils se donnaient la bonne conscience. Non, moi, je suis victime. Je suis victime de la même histoire. Mais malgré cela, j'ai pris le courage de regarder le bourreau, celui qui est à l'origine de mes souffrances, de mon exil, de la disparition de mes parents dans la misère, alors que moi, je suis né d'une famille d'un grand colon. Et que mes parents sont morts dans une misère noire à cause de ces mêmes messieurs Kalonji Moulopoué. Et j'ai eu le courage quand même. Alors que même au début, puisque je suis allé voir Etienne Tshisekedi, il m'a dit, voilà, je sais que Kalonji Moulopoué vous admire beaucoup, mais j'aimerais qu'avant ma mort, vous puissiez m'aider à aller rencontrer en personne. Et j'ai dit à Kalonji Moulopoué, j'ai dit, voilà, viens avec moi, nous allons voir Etienne Tshisekedi chez lui, à la maison. Nous avons été, j'étais d'abord la première fois tout seul, j'ai discuté avec Tshisekedi, mais ça reste mes affaires privées avec lui. Et la deuxième fois, on est arrivé à 5 heures à 6 heures du soir. J'ai dit, voilà, moi je suis là, faites comme si je n'étais pas là, parlez de vos vieux problèmes, alors videz vos sacs. Et à la fin, Tshisekedi m'a dit une chose, il m'a dit, je n'ai jamais dit merci à personne dans ma vie pour une action qui a soulagé mon âme.
Monsieur Kamanda, je vous dis merci d'avoir amené cet homme chez moi. Je ne voulais pas mourir sans m'être réconcilié avec lui. Mais les problèmes qu'il y avait entre les Tshisekedi et les Kalonji, ça, parce qu'en fait, Kalonji, c'est lui qui avait fait Tshisekedi. C'est vous que vous comprenez aussi l'histoire du Congo. Parce que Tshisekedi était ministre de Kalonji avant de devenir ministre de Mobutu. Il était dans le parti de Kalonji Moulopoué. Vous comprenez maintenant? Et Tshisekedi, dont je vous parle, c'est le père du président du Congo d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que les ramifications sont tellement faites. Et nous avons beaucoup de gens qui meurent au Congo jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont des hommes de courage, des femmes de courage. Et que les gens préfèrent aller toucher des cacahuètes pour contribuer à leur déchéance morale, déchéance physique, déchéance matérielle, déchéance financière, et en sacrifiant tout l'avenir du Congo. C'est comme ça qu'aujourd'hui, toutes les richesses du Congo sont hypothéquées. Et dans les gens qui hypothèquent les richesses du Congo, qui dit aux gens que l'ONU est complice? L'ONU en tire profit. C'est la Banque mondiale, c'est le Fonds monétaire international, ouais, c'est l'ONU. Vous citez tout ça dedans. Vous citez tout effectivement là-dedans. Mais c'était même avant. Mais ce sont les les mêmes multinationales. Voilà. Oui, les fausses multinationales inventées de toutes pièces, où on distribue même aux institutions européennes de Bruxelles. Ils reçoivent tous des voitures gratuites qui proviennent de l'hypothèque des richesses du Congo. Avez-vous vu une seule autorité européenne se montrer, parce qu'ils nous parlent tous de morale, tous. Ils nous parlent de justice, ils nous parlent de droit. En avez-vous vu une seule autorité européenne parler d'hypothéquer toutes les richesses d'un peuple, comme ça a été fait au Congo? C'est le pire crime contre l'humanité. Donc, ils ont tous commis les crimes contre l'humanité. Mais aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont présidents de l'Union européenne, ils sont secrétaire général de l'ONU, ils sont Banque mondiale, ils sont Fonds international. Alors donc, c'est pour ça que le mot crime contre l'humanité n'a plus de sens du tout. Donc, le monde n'a plus de valeur du tout. C'est pour ça que dans le monde entier, les gens n'ont plus le respect pour ces gens-là. Parce que ce sont des choses qui sont connues aujourd'hui. Même si beaucoup de gens n'osent rien de leur dire, mais dès qu'ils ont le dos tourné, les gens parlent. Les gens parlent. Voilà, donc tout ça a commencé avec Lumumba. Et tant que nous, Africains, on ne va pas, nous, entre États africains, entre citoyens africains, à dire que tout hypothèque des biens, des richesses nationales, des ressources minières d'un peuple est un crime contre l'humanité, et nous liguer pour faire des procès à ces gens-là sur la place publique, nous ne sortirons jamais l'homme noir ni l'Africain de la misère. C'est ça. Alors, question, vous l'anticipez. Alors, quelle est la vision pour l'Afrique? Il appartient maintenant aux Africains à se prendre en main, c'est-à-dire avoir une solidarité d'intérêts africains, avoir une solidarité d'intérêts noirs. Et avec ça, nous allons mettre un terme à tout ça. Et quand il y aura un lobby noir universel, l'Afrique gagnera avec. Quand il y aura une solidarité des intérêts noirs, une solidarité des intérêts africains, donc ça veut dire que les Africains auront leur propre banque pour gérer leur propre argent, et que les avoirs des Africains ne seront plus obligés de quitter l'Afrique pour aller se cacher à gauche, à droite, ou après, on les confisque. Que faut-il faire pour l'Afrique? Il faut que chaque président africain d'aujourd'hui, chaque ministre africain d'aujourd'hui, chaque leader politique d'aujourd'hui en Afrique se mette une seule chose en tête, la souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Ça veut dire que nous devons être maîtres chez nous. Et toute personne qui vient s'installer chez nous, et il faut commencer, dans chaque pays africain, on doit commencer à demander à chaque Libanais de prouver d'où viennent ses richesses, depuis quand il est dans le pays, et qui lui a donné les papiers pour être là. C'est ça qu'on appelle la souveraineté. En Europe, nous sommes tous soumis à ça. Personne ne proteste. Vous, là où vous habitez, c'est la même chose. On vous a donné des papiers. Donc, vous êtes sous contrôle du pays. Et tous ces étrangers chez nous en Afrique doivent être soumis à l'autorité de l'État en Afrique. Voilà, première proposition. Et ça, c'est concret. Si ou bien on est président, on est un vagabond. Si on n'est pas, un vagabond, on peut décider du jour au lendemain, voilà, tout étranger dans mon pays doit être soumis à l'ordre étatique. OK, ça c'est première solution. Oui. Première solution. Deuxième solution, tout l'argent du pays doit rester dans le pays et surveiller à chaque niveau du pouvoir, la mairie, le gouvernement, le Sénat, la députation,
que tout salaire payé à tout fonctionnaire de l'État soit versé sur une banque nationale dans le pays et surveillé qu'il ne sort pas de la banque pour aller à l'étranger, dans une banque étrangère. Et que toutes ces banques doivent être dirigées par les enfants du pays. Vous vivez aux États-Unis, vous n'avez pas de Congolais là-bas qui ont des banques pour gérer l'argent des Américains. Mais pourquoi chez nous en Afrique, on doit avoir des inconnus, des individus qui viennent avec des privilèges que personne ne leur a octroyés et qui se disent, voilà, maintenant, j'ai créé ma banque, je suis patron de banque. Donc, c'est terminé. Il faut mettre un terme définitif à ça. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Okay. Donc, deux solutions. Trois, que tous les minéraux africains soient vendus par les Africains, les sociétés africaines. Et quand elles associent les étrangers, ça doit se faire sous partenariat. 50%, 50%, comme la Thaïlande le fait. Tous les pays d'Asie font ça. Tous les pays européens font ça. Ils font les partenariats économiques. Or, chez nous, les mêmes pays les européens, ils arrivent, ils s'imposent, ils prennent tout. Ça ne doit pas se poursuivre, ça doit s'arrêter immédiatement. Vous êtes européen chez vous en Europe. Faites ce que vous voulez chez vous. C'est chez vous. Ils ont souvent l'arrogance de dire, oui, l'Europe, nous sommes envahis. Mais alors, restez chez vous. Oh oui, chez nous en France, on est envahi par des étrangers, des Africains. Restez chez vous. Ne venez pas en Afrique. Ne venez pas nous dire que vous êtes c'est comme des ministres français des Affaires étrangères qui disent, oh, on est au Mali, on reste au Mali. Mais vous n'êtes pas malien. Restez chez vous, puisque vous êtes si fiers d'être français, restez en France. Les Mali, ce n'est pas la France. C'est ça les Noirs. Vous devez vous mettre en tête qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Ce n'est pas un petit blanc, parce qu'il est ministre de ceci ou de cela, qui est votre Dieu. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et si c'est que nous, ils ne peuvent pas nous permettre chez eux, ils ne doivent jamais se le permettre chez nous. Voilà. Donc ça, c'est le troisième point. C'était, oui. Le quatrième point revient à dire tout simplement aux Africains et aux Noirs à boycotter toute personne, toute religion, toute communauté qui les stigmatise. C'est les boycotts qui payent. Il faut boycotter le commerce qui vous stigmatise. Il faut boycotter le commerce qui vous soumet. Il faut boycotter toute personne ou toute religion qui vient pour vous soumettre. Voilà, et c'est ça, être un lumumbiste. Voilà, donc, c'est ça aussi, être un kamandiste. C'est ça, être un kamandiste. Bien, alors, 4 solutions kamandistes. On a donc retenu 4 solutions kamandistes. Oui, voilà. Super. La solidarité des intérêts entre Africains, un lobbying universel pour tous les Noirs, que partout où chaque Noir est attaqué, c'est tout Noir qui est blessé dans son âme, il doit réagir avec lui. L'autonomie financière, assurée par des banques à nous, dirigées chez nous, pour notre argent à nous. Quand on aura notre argent sous notre propre contrôle, plus personne ne viendra nous manquer de respect, ni chez nous, ni ailleurs. C'est évident que l'indépendance financière est très, très fondamentale. Voilà, et il n'appartient à personne de nous dire que nous ne pouvons pas le faire. À personne. Nous ne disons pas aux Belges où ils mettent leur argent, c'est qu'ils en font. Financière, militaire aussi. Et alors, c'est là où j'allais en terminer, en disant, voilà, il est temps que les Africains se prennent en main militairement. Tous les pays du monde qui tiennent debout, c'est des pays qui ont formé leurs propres armées, qui n'ont pas eu besoin d'appeler des étrangers qui viennent les occuper. Nous n'avons pas besoin de Français en Afrique. C'est à nous à créer nos propres armées. Il y a le terrorisme chez eux. Est-ce que vous avez vu des Congolais qui sont allés se battre à Paris contre les terroristes français à Paris? Mais il y a eu plein de terrorisme en France. Mais pourquoi on n'a pas eu des divisions africaines là-bas? Et la France, elle se permet d'aller en Afrique, occuper l'Afrique. Elle dit, oui, on est là pour se battre contre les terroristes. Mais c'est les terroristes chez vous, là. Qui va se battre là contre eux? Et réfléchissez, madame, et réfléchissez, les Africains. Il y a eu plus de terrorisme en France qu'en Afrique. Avez-vous vu combien de divisions militaires, même américaines, en France, pour aller se battre contre les terroristes là-bas? Vous avez vu combien de drones américains à Paris? Vous habitez à New York. Il y a eu des attaques terroristes aux États-Unis. Combien de divisions militaires étrangères vous avez vu venir occuper les États-Unis pour se battre contre les terroristes en Amérique? Combien? Mais pourquoi les mêmes Américains vont en Afrique et disent, ah, on vient se battre contre les terroristes? Non,
qu'ils retournent chez eux. Les Africains disent à ces gens de rentrer chez eux. Il y a les terroristes chez eux. Allez vous battre chez vous avec vos terroristes. Laissez-nous chez nous et nous allons nous organiser pour battre contre nos propres terroristes. Voilà. Voilà, ça, c'est la vision camandienne de l'Afrique et de la liberté, de la fierté de l'homme et de l'homme africain. Nous n'avons pas besoin de ces gens-là chez nous. Pas du tout. Voilà. Ben, écoutez, voilà. Donc, il nous faut aussi cette souveraineté militaire. Oui, oui. Nous pouvons nous l'offrir. Les armes se fabriquent sur toute la terre entière. Nous pouvons acheter des armes chez tout le monde, y compris chez eux, mais nous ne voulons plus de leurs troupes, ni les troupes de l'ONU en Afrique, qui sont devenues des troupes coloniales, ni des troupes françaises, soit disant qui se battent contre les terroristes. Il y a plus de terrorisme chez eux que chez nous, alors qu'ils rentrent se battre chez eux avec leurs terroristes là-bas. Il y a des terrorismes aux États-Unis qui rentrent chez eux aux États-Unis, se battent contre les terroristes là-bas. Toutes ces excuses ne marchent pas, madame. Ça marche parce qu'on prend le noir pour un imbécile, l'Africain pour un imbécile qui ne réfléchit pas. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui ne réfléchissent pas. Super, Monsieur Kamanda, c'est de bons messages. Voilà, c'est ce que je vous dis. Surtout pour la jeunesse africaine. Parce que, bon, maintenant, les leaders. Mais c'est très important. Parce que cette jeunesse doit comprendre qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Point à la ligne. Point à la ligne. Au nom de quoi, toi, tu vas me garder, me dire que moi, je dois garder ton argent. Quand je garderai le tien, tu vas me dire, voilà, je dois, moi, te dire quel livre il faut acheter pour toi, tes écoles. Quand je venais dans ton pays, pour te dire quel livre il faut acheter pour tes enfants. Ouais, ça. Il y a aussi la prise de conscience, mais je crois que… Mais la prise de conscience, c'est le dernier point que je viens vous dire, c'est l'éducation. Il faut changer. Offrons à nos enfants une éducation révolutionnaire. Tout à fait. Ils sont aussi humains que les autres, il n'y a pas de Dieu sur terre. Point à la ligne. Voilà, oui, de toute façon, on l'avait déjà dit dans une précédente interview que la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Donc, oui, mais pour arracher la liberté, c'est chez soi. Dire, apprendre à toute personne étrangère chez toi qu'il est étranger. Les Africains doivent commencer à le faire. Bon message. En tout cas, vraiment, ouais, là, je crois que c'est clair, c'est bien passé. Vous avez énuméré 4 points très clairs que vous avez en plus reformulés. Voilà en quoi et pourquoi ma famille avait toujours été un soutien inévitable à Lumumba. Et aujourd'hui, j'en suis un des porteurs de flambeaux. Et je crois que dans les descendants de Lumumba, j'ai repéré 2 jeunes gens qui sont ces petits-enfants, qui sont très intellectuellement brillants et que je considère comme aussi des porteurs de la flamme du changement. Du flambeau. Super. Mesdames et messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Donc, on va faire un rappel. On va essayer, en plus de M. Patrice Emery Lumumba, on va en profiter pour vous faire passer les visages et les noms de tous ces personnages qui ont combattu le colonialisme, voilà, à l'époque, juste au moment de l'accès des pays africains à l'indépendance. Monsieur Kamanda, encore merci. Vraiment, merci à vous pour ces lumières, pour cet éclairage par rapport à ce personnage. Donc, Monsieur Lumumba, qui reste, c'est un personnage quand même qui un grand visionnaire. Un grand visionnaire. Et l'Afrique a beaucoup de grands visionnaires. Maintenant, il est temps que nous nous mettions tous avec eux, à côté d'eux, derrière eux, pour que l'Afrique gagne. Je vous remercie. Voilà. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous trouvez donc ce livre de M. Kamanda sur Amazon. Vous pouvez le trouver donc sur Amazon. Voilà, il est disponible sur Amazon. Lisez-le, il est vraiment super bien fait. Il donne beaucoup de détails, effectivement, sur tout ce qui se jouait à cette époque-là, dans ce système, voilà, on va dire néocolonialiste. Donc, ça vaut le coup de le lire. Vraiment, très, très, très merci. Une œuvre très, très complète, très bien fait. C'est vraiment, c'est à lire. On en apprend beaucoup. On en apprend beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. On vous dit merci et à très bientôt.